Bonjour chers étudiants, donc ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo, c'est que comme vous le savez, j'étais parti en voyage. Et là, j'ai constaté que vous demandez beaucoup de vidéos, mais il n'y a pas beaucoup d'abonnements sur le site. Et les vidéos prennent beaucoup de temps, surtout que les enregistrements ne sont pas assez évidents. S'il y a une erreur, on est obligé de reprendre. Et là, je suis même au troisième essai parce que j'ai déjà rédigé la correction, mais la vidéo n'était pas bonne. J'ai repris encore. euh, j'ai vu que l'écran était figé. Je parlais donc dans le vide. Et là, je reprends une troisième fois et j'espère que ça va marcher. Donc, je vous prie de vous abonner si vous voulez que je continue. Parce que mine de rien, ça prend 30 minutes. Donc, 2 essais, ça fait 1 heure que je n'ai pas encore produit une nouvelle vidéo. Donc là, je vais retenter encore et j'espère que vous allez vous abonner. Sinon, en tout cas, ce sera la dernière. Ok. Et parce que j'ai besoin de retours, j'ai besoin de vos commentaires sur des choses à améliorer. Le son, j'ai acheté des micros pour l'améliorer. Après, est-ce que vous avez besoin que mon image sorte aussi ma vidéo? Après, vous me dites ça aussi dans les commentaires. Comme ça permettra d'améliorer ceci et pourquoi pas continuer pour les générations à venir. Donc la balle est dans votre camp. Donc à vos retours et à vos abonnements. Voilà. Donc là on commence. Je pense que l'existe 4. Voilà, c'est ça. Il est quelle heure même là? Ok. Midi. Ok, c'est bon. On va essayer de faire 30 minutes ou 25 minutes maximum. Voilà, donc ici, on va essayer de parler vite. Et ça aussi, il faut dire si je dois accélérer la parole ou etc. Vous me dites. Si les vidéos sont longues aussi, vous me dites. Si vous préférez que j'écris à chaud que d'annoter les corrections, vous me dites. Parce que là, je suis à la deuxième annotation. Donc, ça risque d'être surchargé encore. Voilà, vous me dites. Ok, donc ici, soit F, un endomorphisme, donc K espace vectoriel de dimension finie. Donc ici, on a une information de taille F étant un endomorphisme. Et le fait qu'on y ait ajouté E de dimension finie, donc ça nous fait penser à pas mal de propriétés dans le cours, à savoir le théorème des 3 dimensions, parce que l'ensemble de départ est en dimension finie, donc il est possible à tout instant, à tout moment, d'appliquer le théorème des 3 dimensions sur F, c'est-à-dire dimension de E égale dimension de K plus dimension de I. Donc ça, cette clé-là, il faut la ressortir de votre boîte à outils. Il faut mettre de côté. Il faut garder, peut-être mettre au brouillon, etc. À tout moment, ça peut vous servir. Parce que vous êtes dans une situation où vous pouvez l'utiliser à tout moment. Et maintenant, ici, on vous dit Fn étant défini comme F1, F1, F1. Donc, vous voyez, Fn étant aussi un endomorphisme parce que l'ensemble de départ, c'est l'ensemble de départ du premier F qui est à droite et son ensemble d'arrivée, c'est l'ensemble d'arrivée du dernier F qui est à gauche. En fait, le premier à gauche, quoi, on va dire. Voilà. Donc, vous voyez bien, c'est E dans E. Donc, c'est des endomorphismes tous. Et on vous demande ici, dans la première question, de vérifier que Ker de Fn est inclus dans Ker de Fn plus 1. Ça veut dire que si Fn de x égale à 0, alors Fn de plus 1 de x égale 0. Mais je pense que c'est évident parce que Fn de x égale 0, on applique encore f à Fn de x qui donne déjà 0, donc c'est f de 0, et f étant une application linéaire, donc f de 0 égale 0. Et on vous demande aussi de montrer que im de Fn plus 1 étant inclus dans im de Fn. Okay? Donc c'est vrai qu'il est conseillé aussi quand vous avez une épreuve de lire jusqu'à la fin pour savoir de quoi il s'agit, etc. Mais là, pour aller vite, on va tout simplement commencer à répondre à la première question. Okay? C'était déjà écrit, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. On va juste annoter. Ou bien expliquer, parce que ça a été déjà annoté. Soit F, donc ici, F, on reprend un peu l'énoncé. F, une application linéaire sur E, et E de dimension finie. Petit a, donc un petit a, montrons que Ker de Fn étant inclus dans Ker de Fn plus 1. Soit X, donc on commence, là vous voyez, c'est de la théorie des ensembles d'abord. Montrer qu'un ensemble inclut dans l'autre, il faudrait juste montrer qu'à chaque fois qu'on prend un élément dans l'ensemble qui est censé être contenu dans l'autre, cet élément-là doit se retrouver automatiquement dans celui qui le contient. Je pense que c'est assez logique. Donc, on va commencer par prendre un x quelconque dans Ker de Fn.
soit x un élément quelconque dans Ker de Fn. Comme x est dans Ker de Fn, Fn de x égale 0. Automatique. X dans Ker de G, G de x égale 0. Y dans Ker de G, G de y égale 0. Niohor dans Ker de G, G de Niohor égale à 0. Ok, donc on ne fait que recopier en fait. Ce qui est là, on recopie, on met les parenthèses x et on met égal à 0. Implique, on va voir. Ker de Fn plus 1. Fn plus 1 de x, ça donne quoi? Ça, c'est égal à f de Fn de x. Parce que Fn plus 1, c'est f rond, f rond, f rond, f n fois. Et n plus une fois. Donc, j'isole le f qui est à gauche. Il va rester donc f rond, f rond, f à droite, n fois. Donc, ça fait Fn de x. Or, il ne faut pas oublier, x est dans Ker de f. Donc, Fn de x égale à 0. Et f de 0, tout le monde sait que c'est égal à 0 parce que f est linéaire. C'est une application linéaire. Donc, par conséquent, ici, Fn plus 1 de x égale 0. Fn plus 1 de x égale 0 entraîne x, un élément du noyau de Fn plus 1. Par conséquent, Ker de Fn inclus dans Ker de Fn plus 1. Je pense que c'est clair. Et là, on passe à l'autre B. Montrons que im de Fn plus 1 inclus dans im de Fn. Donc, même technique. L'idée, donc, c'est de montrer que quel que soit x, quel que soit l'élément que l'on prend dans im de Fn plus 1, dans l'image donc de Fn plus 1, alors cet élément aussi est dans l'image de l'ensemble im, quoi, donc image de Fn. Donc, soit y, un élément de im de Fn plus 1, alors il existe un x qui soit l'antécédent de y, c'est-à-dire qui a donné naissance à y par Fn plus 1. Donc, Fn plus 1 de x égale à y. Donc, y, c'est un fils de x par Fn plus 1. Eh bien, nous voulons montrer que y appartient à im de Fn. Donc, nous voulons montrer qu'il existe un élément tel que son image par Fn donne y, sachant que l'image par Fn plus 1 de x donne y. Donc, il faudrait juste empiétiner sur les f. Donc, ici, on va poser z égale à f de x. On voit que f est un endomorphisme. Donc, z appartient à E. On va voir maintenant que donne Fn de z. Fn de z égale à Fn de f de x, parce que z étant égal à f de x. Donc, on a un élément z dans l'ensemble de départ de Fn. On va voir, est-ce que ça donne y. Donc, ici, Fn de f de x égale à Fn plus 1 de x. Et Fn plus 1 de x, si vous vous rappelez, donc à la ligne précédente, c'était égal à y. Donc, on vient de trouver z qui est égal à f de x, un élément de l'ensemble de départ de Fn tel que son image donne y. Ceci entraîne que y appartient à im de Fn. Et par conséquent, im de Fn plus 1 étant inclus dans im de Fn, quel que soit n supérieur ou égal à 1. Donc, on a traité la première question. Et la deuxième question, si vous vous rappelez bien, consistait à montrer donc des équivalences entre trois propositions, c'est-à-dire le i équivalent à 2i, équivalent à 3i. Il y a plusieurs manières de montrer ces équivalences. Soit la manière la plus élégante qui est de montrer que, de faire les implications circulaires, c'est-à-dire le premier qui implique le deuxième, qui implique le troisième, jusqu'au dernier qui implique encore lui-même le premier, ou bien, et ça fera moins de pas d'implication, parce qu'il n'y aura pas d'implication réciproque, ou bien tout simplement de montrer des équivalences, sachant que si A est équivalent à B et que C est équivalent à A, alors C est équivalent à B. Donc, montrer que les deux premiers, par exemple I est équivalent à 2I, mais ça c'est trivial. C'est facile à démontrer avec le théorème des trois dimensions. Et aussi la première question,
Ensuite, montrer que 3i, tout simplement, implique i, 2i ou i. Mais que tout de même, on va faire les implications circulaires. Donc, on va commencer par montrer, on va tout simplement montrer que i implique 2i, implique 3i, implique, qui implique le même i. Voilà, donc i implique 2i, 2i implique 3i, 3i implique i. Ah, montrons que i implique 2i. Donc, ça veut dire quoi? On suppose que i est vrai. C'est-à-dire, supposons que im de f égale à im de f2. Et on va montrer, à partir de cette supposition et des propriétés connues dans le cours, que ker de f égale à ker de f2. On sait que, d'après 1, ker de f inclut dans ker de f2. Qu'est-ce qu'il me reste à démontrer? Soit les deux ont même dimension, pour avoir l'égalité, ou bien que ker de f, en prenant un élément dans ker de f2, cet élément se trouve dans ker de f, pour montrer l'inclusion dans l'autre sens. Voilà, donc ici on va penser aux dimensions, et notamment l'utilisation du terme de 3 dimensions. D'après le terme de 3 dimensions, parce que les conditions sont vérifiées pour le terme de 3 dimensions, on a une application linéaire de E dans O, c'est-à-dire pour ne pas dire un endomorphisme. On a aussi l'ensemble des parts de dimensions finies. Alors donc, on peut appliquer le terme de dimension, de 3 dimensions. Donc, il ne faut pas appliquer le terme de 3 dimensions juste pour les appliquer. Il faudrait que ça soit applicable, bien sûr. Il faudrait que les conditions soient réunies. Qu'on ait une application linéaire d'un ensemble E vers F, ici, bon, E égale F, et que l'ensemble de départ soit de dimension finie. Donc, dim de E égale à dim de ker de F plus dim de im de F. Parce que F étant un endomorphisme de E dans E. C'est une application de E dans E. F2 aussi étant une composition d'application linéaire, pour ne pas dire d'endomorphisme, donc c'est une application linéaire, pour ne pas dire c'est un endomorphisme de E. Donc on peut appliquer bel et bien le terme de 3 dimensions sur F2. Donc dim de ker de F2 plus dim de im de F2 égale à dim de E. Or, on avait déjà supposé que dim de im de F égale à dim de F2. Donc on peut opérer à une simplification ici. Et ce qui reste tout simplement dim de ker de F égale à dim de ker de F2. Ah, on a étoile, on a 2 étoiles. L'un inclus dans l'autre et les deux aussi forts l'un de l'autre. Donc ça pour dire juste dim de ker de F égale à dim de im de F. Donc les deux sont égaux. D'accord? Ça on l'a vu dans le cours. Donc les deux espaces sont égaux. Donc on vient de montrer 2i en supposant i. Cette fois-ci maintenant on va supposer que 2i est vrai. C'est-à-dire que ker de F égale à ker de F2 et on va montrer que les deux sous-espaces sont supplémentaires. Ici on a un endomorphisme en dimension finie. En fait, en réalité, il suffit juste que l'intersection soit égale à 0 pour que les deux sous-espaces soient supplémentaires. Il suffit juste en fait que les deux sous-espaces soient en somme directe. En d'autres termes, en fait, ces deux espaces, c'est im, attention, qui im et ker de F. Il faudrait que im et ker de F soient en somme directe pour qu'ils soient supplémentaires. Parce que d'après le terme de 3 dimensions, on a dim de ker plus dim de kim, im égale à dim de E. Donc, soit x, un élément de im de F inter ker de F, on va montrer que l'intersection est égale à 0, ça ne contient qu'un seul vecteur nul. Alors, f de x égale à 0. Pourquoi? Parce que x est dans le ker. Et il existe x0 dans E, tel que f de x0 égale à f de x0 égale à x, parce que x est dans im de F. F de x0 égale à x entraîne f2 de x0, c'est-à-dire f de x0 égale à f de x. Or, f de x égale à 0. Ceci implique quoi? Que x appartient au noyau de f2. Et le noyau de f2, d'après l'hypothèse, ici, qui a été donnée, donc 2i, égale au noyau de f. Comme x est dans le noyau donc de f2, alors x est dans le noyau de f, qui est le ker de f. Donc x étant dans le noyau de f, donc ça veut dire que f de x0 égale à 0. Il ne faut pas oublier que f de x0 égale à x. Donc x égale à 0, tout simplement. Et alors, im de f
inter ker de f est égal au singleton 0. C'est-à-dire 0 de E, bien sûr. Étoile. Donc, il reste pour la somme. Donc, on aurait pu s'arrêter là en disant juste, comme E est de dimension finie, alors im de f est supplémentaire au ker. Mais, il faut le prouver. Maintenant, on a ceci. Et, d'après le cours, dim de im de f plus dim de ker égale à dim de im de f plus dim de ker moins dim de l'intersection. Et on vient de voir que l'intersection est égale à 0, donc dim de l'intersection donc égale à 0. Ce qui veut dire dim de la somme, c'est la somme des dîmes. Et la somme des dîmes, si vous vous rappelez bien, ici, d'après le théorème des 3 dimensions, cette somme-là égale à dim de E. Donc dim de E égale à cette somme. Cette somme, d'après la ligne précédente, est égale à dim de im de f plus ker de f. Ce qui veut dire que im de f plus ker de f égale à E. Pourquoi? Parce que im de f plus ker de f, on sait que c'est inclus dans E. Parce que im de f et ker de f sont des sous-espaces de E. Donc leur somme est un sous-espace de E. Et encore plus, ce que l'on vient de démontrer, dim de E égale à dim de la somme des sous-espaces. Donc on a égalité des deux, on note ça 2 étoiles. Donc étoile et 2 étoiles ici entraînent que E égale im de f somme directe ker de f. Ça veut dire que im de f et ker de f sont supplémentaires dans E. C'est-à-dire quel que soit x dans E, il existe un unique couple d'éléments dont l'un est dans im de f, dont l'autre dans ker de f, tel que leur somme donne cet élément de E. Donc on vient de démontrer 3i. Et donc on va, pour boucler cette question-là, on va juste démontrer que 3i implique i pour revenir au point de départ. Et là, on commence par quelque chose qu'on... Donc, démontrer... Et donc, ici, on suppose que les deux sous-espaces, que ce soit l'image et le noyau de f, sont supplémentaires. Et on va montrer que im de f, c'est-à-dire l'image de f2 égale à l'image de f. OK? Donc là, on sait que, d'après la première question, que im de f2 est inclus dans im de f. OK? Mais vous n'êtes pas obligé de mettre ou égal ici. Hein. Quand on dit l'inclusion, ça implique aussi implicitement l'égalité possible, une possible égalité par convention. Donc, soit x, un élément donc, on sait que donc im de f2 inclut dans im de f d'après la question 1. On va essayer de montrer que im de f est inclus dans im de f2. C'est-à-dire, si je prends un élément qui est de la forme f de x, alors cet élément, je peux toujours l'écrire de la forme f carré d'un certain x0. Soit x, un élément de im de f. Alors, il existe un antécédent qui est tout simplement parent de x, c'est-à-dire f de x0 égale à x avec x0 qui vient de E. Il ne faut pas oublier aussi l'hypothèse, c'est très important. E étant somme directe de im et de ker. C'est-à-dire, si je prends un x dans E, comme par exemple x0 dans E, il se décompose d'une manière unique, comme somme d'éléments de im et de ker. Donc, comme x0 est dans E, alors il existe. Ici, vous voyez, l'unicité, bon, voilà, ne m'intéresse pas, donc je ne suis pas obligé de dire il existe un unique couple. Je dis juste, il existe k dans ker de f et x1 dans im de f, tel que x0 égale à k plus x1. Pourquoi? Parce que ker et im sont supplémentaires dans E. Mais si vous voyez bien x1 ici est dans im de f, et nous, on cherchait à montrer que x écrit comme f carré de quelque chose, c'est-à-dire que si on parvient à porter le chapeau f 2 fois sur x1, on pourrait gagner. On va voir. Parce que k est insignifiant, invisible de f, car f de k égale à 0. Donc ici, x1 dans im de f, vous voyez là, un problème qui existe
x2 dans E tel que x1 égale à f de x2. Donc, on pourrait remplacer ici, dans l'expression de x0, x1 par f de x2. Donc, x0 égale à k plus f de x2. Ceci veut dire que x qui était égal à f de x0 égale à f de k plus f de x2. Et comme f étant linéaire, alors f de k plus f de x2, c'est f de k plus f de x2. Et f de plus x2 égale à f2 de x2. Fk égale à 0 parce que k appartient au noyau de f.